téléspectateurs, merci de nous témoigner de votre fidélité, de votre attention surtout. Alors, ainsi, je voudrais poser ma petite grande introduction. On l'a savouré, Kimpwanza, un certain 30 juin 1960. Enfin, le pays, comme nation, a démarré ce jour-là avec sa souveraineté, jour pour jour, mais il faut une remise en question. Cela s'appellerait une invocation de l'histoire, certes. De la naturalité à l'histoire du pays, il faut partir de quelque part, des prouesses de tout un peuple qui trouve son soubassement sur sa mystique. Peut-être. Parlons donc de l'évolution d'un peuple par sa mentalité qu'est le Congolais. Alors, pour cette émission-ci, je reçois 3 invités. Il s'agit de le directeur Kabala Mwanambouyi, Monsieur Kabala Mwanambouyi, de la RTNC, Radio-Télévision Nationale Congolaise. C'est le sport. Et à ma gauche, j'ai le professeur d'université, j'ai nommé le professeur Lofoli Mbote. Il faut sourire, hein? On est à Kinshasa. Ah bon. Ouais, voilà. Mais, Monsieur Kabala Mbote. Mbote Jean-Marc. Ok. Voilà. Je commence par le professeur Lofoli. Professeur Lofoli, vous êtes, entre guillemets, spécialiste en tourisme. Est-ce que le tourisme congolais aujourd'hui affiche la même santé qu'il a affiché avant 1960? D'abord, on enlève les guillemets. Hein. Voilà. Ça sert à rien. On est spécialiste, on enlève. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Oui. Je crois que comme tout le reste du pays, l'évolution qu'a connue le tourisme de 60 à ce jour n'est pas très heureuse. Nous allons nous rappeler, et j'ai ici vraiment le grand plaisir de le dire avec joie parce que j'ai à ma droite le grand frère Kabala Mwanambouyi qui a été l'un des piliers de cet événement-là. Vous allez vous rappeler par exemple qu'en 1974, nous avons eu ici le combat Foreman Ali qui a drainé 100 000 touristes étrangers au pays. C'est le summum que nous avons atteint. Et à ce jour, nous n'avons plus jamais atteint ce chiffre-là. Donc, il y a eu une évolution négative pour diverses raisons. Et surtout du fait que notre tourisme jusqu'à présent a été axé sur l'exploitation des richesses de l'Est du pays où il y a une forte concentration d'attraits touristiques et des sites touristiques. Et comme vous le savez malheureusement, tout ce qui s'y passe avec tous ceux qui nous agressent et d'autres bandits nationaux qui sont en train d'y opérer, il n'y a pas moyen de faire les choses comme on le voudrait. Mais seulement, il n'y a pas à désespérer. Il y a des efforts qui sont faits actuellement. Le gouvernement essaye de nous donner des moyens pour que nous fassions de la publicité. Ça fait 2 années successivement que nous avons été personnellement présents au plus grand marché européen du tourisme, qui est le World Travel Market de Londres. Et le gouvernement a sorti de l'argent pour que nous puissions enfin reparler du Congo après plus de 15 ans d'absence. Donc notre tourisme a connu une forte baisse, mais on s'y applique. Le mot d'ordre du gouvernement est là et le ministère de l'Environnement, de Conservation de la Nature et du Tourisme nous donne des directives pour essayer de faire que les choses aillent de mieux en mieux. Alors, Monsieur Kabala Mwanambouyi, sportif, entre guillemets, je sais que le professeur Lofoli, aujourd'hui spécialement, ne veut pas digérer les guillemets. Mais enfin... Ça enténèbre l'esprit. Voilà. Alors, en sportif, en journaliste sportif, est-ce que la mine qu'affiche notre sport de façon générale, elle est comment, cette mine? Ben, elle est au crépuscule, je peux le dire. Parce que elle n'a plus de qualité, cette mine-là. Elle n'est plus rayonnante. Bien au contraire,
et nous n'avons plus d'élite qui puisse faire la fierté de notre pays. Parce que hier, il y a eu une élite et nous avions une base de la pyramide assez large et une base de qualité. Ce qui n'est plus le cas. Et on pourra l'expliquer en disant que le sport hier commençait par l'école et que nous tous, nous avons commencé par là. Les balbutiements commençaient par la gymnastique et la pratique de l'éducation physique au sport. Cela avait toute son importance. C'est ce qui a fait que dans notre pays, nous avions des sportifs pratiquants, l'élite sportive, qui n'étaient pas constitués que de gens qui jouaient avec les pieds, mais qui avaient aussi leur tête. Ce n'était pas une génération spontanée, comme nous le vivons actuellement. D'ailleurs, vous n'avez qu'à vous souvenir qu'il y a eu des grandes personnalités de ce pays qui, au départ, étaient des sportifs. Et ils ont grandi avec les vertus que véhiculait le sport. Voilà pourquoi je dis qu'aujourd'hui, on est au crépuscule de notre âge. Alors, qui doit tenir compte du passé, que nous allons peut-être rappeler ici, pour construire l'avenir proche. Monsieur Kabala, j'en viens rapidement à ma toute première question. Alors, quel sport, en ce temps-là, c'est-à-dire avant l'indépendance, quel sport était pratiqué par les Congolais et de façon particulière, lesquels avaient plus d'ampleur? Je peux vous dire en bref ceci, peut-être que les Congolais ne font pas beaucoup d'attention. Le premier moyen de communication qu'ont eu les colonisateurs quand ils sont arrivés, c'était l'éducation physique, la pratique sportive. C'était le premier élément de l'enseignement. Le premier élément de l'enseignement, dans ce sens, quand ils sont arrivés, ils avaient la préoccupation de pouvoir former des auxiliaires. Ils ont trouvé, par exemple, la maladie du sommeil. Avec la guerre, il y avait des enfants abandonnés. La première chose, c'est préoccuper d'avoir des gens en bonne santé physique. Parce qu'ils devaient en faire des auxiliaires et des éléments de la force publique. Et le premier enseignement, c'était l'éducation physique. Donc c'était la première leçon. Et ils sont partis ainsi. Et c'est comme des militaires, tous les enfants qui avaient accès à cette civilisation-là. Et ils étaient éduqués à la manière des militaires. Ils se réveillaient au clairon, très tôt matin. Et quand il fallait aller au réfectoire, c'était d'une manière cadencée. Tout ça, ils étaient propres. Et ils étaient structurés de cette manière-là pour qu'ils deviennent des auxiliaires. Ça, c'est une étape. C'est plutôt une phase. Mais une autre phase, c'est que il y a eu des marins qui sont arrivés dans la côte et à partir de Boma et Matadi, et ces marins étaient des employés de la société Unilever. Ils sont arrivés, ils étaient accompagnés d'une communauté des habitants de la côte qu'on a appelés dans le passé les coastmen. Ces gens étaient soit des aides, mécaniciens, des transporteurs, qui sont venus de la côte, qui sont venus du Nigeria, du Bénin, du Sénégal, du Ghana, ainsi de suite. Voilà les gens qui ont amené la première pratique, le premier geste de la pratique du football dans notre pays. Ils ont commencé à Matadi, et lorsque Stanley a érigé le premier poste à Kinshasa, à Léopoldville, à Léo 2, et ils se sont transportés ici. Ils étaient des machinistes dans les trains, ainsi de suite, et ce sont ces gens-là qui ont fait voir aux Congolais, en ce moment-là, aux indigènes comme on nous appelait, que, voilà, ça c'était le Belge que nous appelait ainsi, qui pouvait également pratiquer le football. Et c'était le jeu le plus populaire, évidemment, aux côtés de la gymnastique. Alors est arrivé un révérend père, parce qu'avant c'était les frères des écoles chrétiennes qui ont commencé à Kitambo et qui ont constitué la première génération de gens qui pratiquaient le sport. Et ces auxiliaires-là, ils jouaient séparément du cercle des Blancs. Tous les Blancs, les Européens qui avaient suivi la construction du chemin de fer, ils les avaient, à l'occasion de leur loisir, ils pratiquaient le football. C'était la discipline la plus prisée. Mais, à côté d'eux, il y a eu des missionnaires qui sont arrivés, et principalement avec le révérend père Afé de la Quétude de Riov, qui est arrivé, et qui lui a donné une forme associative consacrée à cette pratique-là, à ces activités.
il a constitué des équipes avec les enfants des indigènes. Et quand nous sondons l'histoire, nous trouvons, et ça peut vous faire rire, qu'il les amenait parfois à la corde derrière son vélo. Ils étaient attachés parce qu'ils devaient les récupérer quand ils allaient chercher des sauterelles ou des rats quelque part. Il les amenait en groupe pour les amener à pratiquer le sport. Voilà comment il a institué ces systèmes. Et je rappelle, et j'informe ceux qui ne le savent pas, que l'un des premiers éléments sortis de cette école de Père Raphaël de la Kétule fut M. Tchamala, le père de feu Kaledjev. Ah bon. Et c'est l'un des premiers qui a été initié à l'enseignement de l'éducation physique. Il y a eu d'autres, notamment Jean Bolikango, qui sont connus ici. Et voilà la première génération qui, lorsqu'elle est sortie de main de Père Raphaël de la Kétule, ils ont propagé la pratique de jeux de football avant de créer d'autres disciplines comme l'athlétisme, la natation. Et c'est pendant au Katanga, un autre mouvement s'est développé. Ces mouvements au Katanga avaient suivi la filière de Koppelbelt, donc avec les Anglais qui avaient des mines de cuivre dans l'ex-Rhodésie. Il y avait qui s'était finalement scindé en Rhodésie du Nord et Rhodésie du Sud, aujourd'hui la Zambie et le Zimbabwe. C'est comme ça que ça s'appelait dans le passé. Il y a eu un moine bénédictin, M. Guzman, qui a pu aussi développer le même mouvement en créant une fédération des indigènes. Et c'est là, en occupant comme activité de loisirs tous les travailleurs des mines de la Koppelbelt. Et le mouvement s'est ainsi développé grâce aux missionnaires qui, au fait, s'étaient basés sur une disposition de la charte coloniale, l'acte de Berlin, qui avait donné cette mission-là, en fait, cette charge-là aux missionnaires et aux sociétés de la charte. Voilà ce que nous pouvons dire. Donc il y a eu d'abord le football, la gymnastique, le football, et puis la natation, et les autres disciplines ont suivi par la suite. Mais la plus prisée, c'était le football. Merci, monsieur Kabalamwana Mbouyi. Véritable bibliothèque, hein? Ça vous tente? Oui, maître. Je suis ravi. Voilà. Merci, maître. J'en viens maintenant au professeur Le Foli. Professeur, en petite parenthèse, en 1900, disons, le 30 juin 1960, faites comme si c'était hier, on commence par là, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez exciter vos souvenirs? Exciter mes souvenirs de ce 30 juin-là. Je crois que c'était un jeudi. Je ne me rappelle pas exactement ce que je faisais parce que j'avais moins de 8 ans. Oui. Mais ce que je retiens surtout, c'est que c'est plutôt en rétrospective. Mon père, qui était un homme plein d'humour, avait l'habitude, quand il entendait chanter l'hymne national, il disait, écoutez, franchement, ça, c'est vraiment le père Boka, on voit qu'il est quinois. Parce que quand il dit 30 jours au doux soleil, il faut être à Kinshasa. Quand tu es à Mbandaka ou à Kisangani, comme nous on était là, c'est pas doux du tout. Donc c'est doux, c'est là où on voit vraiment que la licence poétique exigeant, le père a usé de cela pour parler du 30 jours au doux soleil. Parce qu'il était à Kinshasa, lui, c'était le mois de mai, c'est frais. Donc je ne me rappelle pas des grandes choses. Je sais qu'il y avait des festivités partout dans la ville de Kisangani. Au stade, il y avait des jeux, on distribuait des maisons. Non. Ça n'a pas été aussi désordonné que l'on croit. Très souvent, on caricature les choses. On dit, écoutez, ça c'est un peu la vision colonialiste de la présentation de l'action du Congolais vers l'indépendance, qui disait, non, vous allez remplacer les Blancs. Non, d'abord, en nombre, ça n'allait pas suffire. La proportion entre blancs et noirs faisait en sorte que nous n'allions pas tous avoir leurs femmes, nous n'allions pas tous avoir leur voiture ou leur maison. Donc c'est pas ça le problème. Mais l'État a distribué des boissons, de la nourriture aux groupes folkloriques qui jouaient, qui présentaient. Ça, au moins, je m'en rappelle. Je me rappellerai aussi du fait qu'il y avait dans notre quartier, parce que nous étions proches de la cité européenne,
Pour ceux qui connaissent Kisangani, c'est le plateau Boyoma actuellement. À l'époque, c'était Limochopo, parce que moi, j'étais de la commune de Kabondo, qui s'appelait alors Bruxelles. Il y avait un blanc qui s'amusait à tirer en l'air, qui ne voulait pas partir, mais qui n'était pas content de l'indépendance. Et les gens sont allés le cueillir. Oui, ils sont allés le chercher parce que, en tout cas, il tirait en l'air avec son arme de chasse. À un certain moment, on n'entendait plus de tirer. Ben, les gens ont dit il est à court de munitions. Ah ben, voilà. Et ils l'ont pris. On fait la peau. Dieu merci, Kisangani, c'était les bastions de Lumumbisme. On suivait le Lumumba qui disait qu'il ne faut pas tuer les Blancs. Parce que très souvent, on présente le Lumumba comme un anti-blanc, mais il a toujours dit ne pas tuer les Blancs. On l'a pris, on l'a amené à la commune, et je ne sais pas ce qu'on en a fait. Voilà un peu ce que je peux évoquer comme souvenir de cette journée-là, hein, qui pour nous était juste, on disait que les Blancs sont partis, ils vont partir. Nous qui étions dans des écoles mixtes, on se disait, il y a des collègues qui vont partir. Comme c'était le 30 juin, Dieu merci, c'était déjà les vacances. Donc on ne savait pas qui allait être là après la rentrée 61. On ne savait pas. Mais toujours est-il que nous avons vécu cette journée-là comme une belle journée. Même si le soleil à Kisangani n'était pas aussi doux qu'à Kinshasa. Okay. Voilà. Alors, prof, en scientifique, c'est vrai que vous êtes arrivé en tant que spécialiste en tourisme. Je ne vais plus cette fois-là placer mes guillemets. Merci. Alors, comment nous présentez-vous l'évolution du tourisme congolais? Je vais faire un peu le même jeu que mon grand frère Kabbalah. Il faut commencer par le commencement. Le tourisme de façon organisée va vraiment débuter chez nous de façon accidentelle, même s'il n'y a pas de statistiques, en 1898, avec l'inauguration du chemin de fer Matadi-Léopoldville, Matadi-Kinshasa, 1898. À cette période-là, il y a quelques Européens qui paient de leur poche un voyage pour venir au Congo, voir ce dont on parlait tant. Terre inconnue. Voilà. Alors ils sont venus pour l'inauguration. C'était donc des touristes, c'est-à-dire des gens qui sont partis de leur lieu de résidence habituel. C'est ça la définition la plus simple. De leur lieu de résidence habituel vers un autre lieu, non pas pour y chercher un emploi ou pour s'établir, non. Pour soit les loisirs, visiter des amis, se faire soigner, les sports, ainsi de suite. Donc, il y a eu ces gens qui sont venus. Par la suite, en 1914, il y a eu un groupe organisé de voyageurs qui sont partis de Belgique, d'Anvers principalement, vers le Congo. Mais arrivé à Matadi, la guerre éclate. Ces gens-là rentrent rapidement en Europe parce qu'ils ne peuvent pas continuer leur voyage de tourisme. Mais la réalité va les rattraper très vite parce que nous avons eu la chance, nous Congolais, d'avoir le roi Albert Ier, qui était très amoureux de la nature, qui a visité le Congo pour la première fois en 1906, je crois, quand il était encore prince de Liège, donc prince héritier, avec son épouse Elisabeth. C'est ainsi, lors de leur passage à ce qui n'était que la mine de l'Étoile à Lubumbashi, la ville sera baptisée Elisabethville. Alors lui, il va voir que le Congo est très riche, tant en faune qu'en flore et en sites. C'est ainsi que grâce à lui, on va créer dans notre pays le tout premier parc national d'Afrique. Le parc national Albert, aujourd'hui le parc national de Virunga. C'était en 1925. Tout le monde parle très souvent de façon erronée du parc Kruger en Afrique du Sud, qui est plus ancien, mais lui n'était qu'un parc privé. Mais le premier parc, le tout premier à être créé par décret comme parc national en Afrique, c'est le parc national de Virunga. Parce que les biotopes qui y sont, les écosystèmes qu'on y retrouve, n'est-ce pas, les animaux rares,
et principalement le gorille des montagnes et tous les autres types d'animaux, ont fait qu'il fallait préserver cela. Donc nous sommes à la pointe de la préservation de la nature, nous, les Congolais. Nous devons en être fiers. Suivrons par la suite la création du parc national de la Garamba, quelques années plus tard, puis celui de Lupemba, dans le Katanga. Donc jusqu'à l'indépendance, nous allons travailler avec ces parcs-là. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que malgré le fait que notre tourisme est aujourd'hui au plus bas, sa réputation en termes d'écosystème, en termes de la richesse du potentiel, malheureusement nous restons toujours dans les potentiels, malheureusement, est tellement connu que le tout premier congrès international du tourisme africain va se tenir au Congo, à Constermasville. Et je te mets au défi de me dire c'est où ça? Constermasville, Bukavu. Et nous sommes en 1936, le tout premier congrès international. C'est-à-dire que le monde entier, les spécialistes se disent tiens, on doit se réunir parce qu'il faut pousser le tourisme en Afrique. Mais où se réunir? Si pas là où il y a le plus d'attrait, donc au Congo. En 1936, se retrouve à Bukavu, donc Constermasville à cette époque, des spécialistes venus de tous les continents, je dis. Malheureusement, la guerre va survenir, il y aura un petit arrêt, mais ce petit arrêt va faire aussi en sorte que tous les Européens qui travaillaient dans les colonies en Afrique, ne pouvant rentrer en Europe occupés par les nazis, ont commencé à voyager à l'intérieur de l'Afrique. Et la plupart venaient au Congo. Les Sud-Africains, tout comme les amis du Congo français, de l'Afrique équatoriale française, tout comme de l'Afrique occidentale française, venaient chez nous. Donc, dans cette période de la Seconde Guerre mondiale, on aura aussi une grande création d'infrastructures hôtelières. Et les colonisateurs belges avaient notre système, pratiquement sur toutes nos routes, il y avait des gîtes d'étape. Donc, de sortes de petits hôtels rustiques, où l'on arrivait, on trouvait l'essentiel, c'est-à-dire une literie, peut-être un cuisinier, et puis si on avait sa nourriture propre, bon, on pouvait y préparer, mais on payait quelque chose, ça appartenait à l'État, mais on trouvait cela. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, vraiment, il faut dire que le Congo sort de la guerre très riche, disons la Belgique sort de la guerre très riche, et on construit beaucoup au Congo. Et les routes s'ouvrant, à cette époque-là, les bateaux, parce que le fleuve Congo, qui est la colonne vertébrale, comme l'a si bien chanté Madiata, paix à son âme, à l'époque, on pouvait quitter le Katanga par train pour venir à Kinshasa via Port-Franqui. On savait quand est-ce qu'on quittait Elisabethville, Lubumbashi, à quelle heure on arrivait à Ilebo, Port-Franqui donc, et à quel moment on prenait son bateau pour Kinshasa et quel jour on arrivait. Il y avait des horaires. Et c'était comme ça partout dans le pays. Les chemins de fer marchaient à merveille, les routes n'étaient pas asphaltées, mais elles étaient bien entretenues. Or, le tourisme, c'est d'abord l'accès, les voies d'accès. Donc nous allons avancer comme ça, au point que, quelques années avant l'indépendance, le tourisme, ça il faut le rappeler, deviendra le 11e produit d'exportation de notre pays. Le 11e, en termes de rapport au trésor public. Avant les palmistes, avant le coton, avant c'était minerai. Donc avant l'indépendance, nous étions déjà une puissance touristique en devenir. Malheureusement, arrivé à l'indépendance, comme dans tous les secteurs, il y aura une chute. Avec les rébellions, les sécessions, n'est-ce pas? Et il faut dire les choses comme elles sont. Avec la Seconde République, il faut rendre à César ce qui est à César. Il y a un mouvement de retour. Parce que là, on crée un commissariat général au tourisme et on place à sa tête une personne dont je salue toujours le travail, M. Victor Njoli Balanga, qui a fêté ses 85 ans il y a quelques mois. C'était le 1er avril, c'était pas un poisson d'avril.
C'est monsieur qui est un grand sportif, Très grand. un footballeur. Oui, voilà. Aujourd'hui, il a 85 ans, comme l'a dit le vieux Kabbalah. Il est droit comme un I. Il faut le voir. Donc, on le met à la tête de cette affaire et on commence à faire les choses. Il y a de grandes créations, il y a de grandes constructions. On construit l'hôtel intercontinental à Kinshasa, le Caravia à Lubumbashi, on construit l'hôtel Caribou à Goma, et il était question de construire comme ça dans chaque chef-lieu de province un hôtel de renom. Donc sous l'impulsion de M. Njoli et du commissaire général du tourisme, on le fait. Et M. Kabbalah ne me contredira pas. Très souvent, les gens pensent que le combat Forum Analyste c'était d'abord une émanation du ministère du Sport. Non. Non. C'était M. Njoli. C'était le tourisme qui a pensé et qui a convaincu le chef d'État à l'époque d'écouter, parce que Mohamed Ali est malmené là-bas, on ne veut pas le produire. Écoutez, pourquoi ne pas le faire chez nous? L'État a mis de l'argent. Parfois, les gens disent évidemment que c'est de l'argent perdu. Moi, je crois que ce n'est pas de l'argent perdu. On a ouvert l'esprit de beaucoup de gens sur le Congo. Je vois le vieux Kabbalah à l'époque, parce que moi, j'étais interprète, j'étais étudiant. J'ai été interprète pendant ce combat avec des gens, avec beaucoup d'autres amis. Eh bien, le monde entier avait les yeux focalisés sur nous. Alors que les autres pays d'Afrique n'avaient pas une station. Ça a permis à vendre du pays. Nous avons eu une station terrienne pour la transmission par voie satellitaire avant tous les autres pays d'Afrique noire. Nous étions là. Et à Kinshasa, il faut le dire, on a tout refait à neuf, n'est-ce pas? Le stade du 20 mai, aujourd'hui, laissé à l'abandon, mais c'était, écoutez, excusez-moi, un bijou. Le feu Chimpumpu, le feu Basungazinga et tout ça, avec le vieux Kabbalah ici, ont animé, mais la ville, non, le pays, c'est le tourisme. Donc, jusqu'en 1974, nous avons atteint le sommet, et je vous l'ai dit, nous avons commencé à chuter. Nous avons commencé à chuter et nous espérons qu'avec ce qui se passe dans d'autres secteurs du gouvernement aujourd'hui, avec les grands travaux, ça va ouvrir les voies d'accès à des sites qui étaient ignorés. Parce que les gens doivent se dire, toutes nos provinces sont riches en sites. Voilà. Depuis l'époque coloniale, il y avait, n'est-ce pas, une commission nationale de classement des sites, malheureusement qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous allez au Kasaï, par exemple, autour du lac Mukamba, sur une profondeur de 250 mètres, on ne pouvait pas construire. Aujourd'hui, on a tout vendu. Or, c'est un site classé. Ici à Kinshasa, il y a beaucoup de sites classés. Hier, mon épouse et moi, nous sommes allés à Toseka, n'est-ce pas, au théâtre de verdure. La première chose que je lui ai montré, c'est le cimetière des pionniers qui est là. Oui. C'est un site classé. Oui. Un site classé. Les sémaphores de Kintambo, de Grenfell, c'est un site classé. C'est un attrait classé. Aujourd'hui, nous passons, nous détruisons, nous ne faisons pas attention. Est-ce que les gens savent que l'immeuble Forescom, à son inauguration en 1947, toute la presse européenne en a parlé, on l'a appelé le premier gratte-ciel d'Afrique noire. Parce que de Dakar à Johannesburg, il n'y avait rien d'aussi haut. Évidemment, l'Afrique du Sud était quelque chose qui ne... C'est pas vraiment l'Afrique africaine. C'est un peu l'Europe parce que les Blancs y étaient depuis longtemps. Mais Kinshasa était connu. C'est à nous de faire en sorte que nous fassions un peu attention. Il faut travailler aujourd'hui. Je vais vous donner juste une entreprise dont je salue l'action qui se répand dans la ville. Aujourd'hui, je suis allé avec la famille prendre un petit coca après une cérémonie. Et puis après, on demande, mais où sont les toilettes? L'ami expatrié qui est là, croyant, n'est-ce pas, me faire peur, m'intimider, me dit, va demander au gardien. Donc les gens, les Mamba ou je ne sais pas quoi. Oui. Moi, je dis, écoute, moi, j'ai la capacité de faire fermer votre boutique. On ne peut pas ouvrir. La loi, il y a des enquêtes de commodo et incommodo. On ne peut pas ouvrir un restaurant, un snack sans qu'il y ait des toilettes. Et ça fonctionne dans la ville. Et c'est une grande maison. Ok, prof, merci, je vais revenir à vous. Monsieur Kabbalah, oui. Avez-vous à ajouter quelque chose
Non, En il 2 y a minutes. beaucoup de vérité là-dedans, mais ce que je peux relever, c'est que il y a des chefs qui ont même signé des accords de traité avec l'État indépendant du Congo et qui ont hypothéqué justement leur propriété, parce qu'ils ont signé à partir de ce moment-là, ils avaient transféré le titre de propriété. Mais il y en a d'autres qui les avaient conservés jusqu'à l'indépendance. C'est ça le problème. Donc dans ce genre de débat, on peut nuancer, parce qu'il y en a qui ont conservé leur autorité jusqu'à la fin. Et en période de colonisation, oui, le colonisateur a respecté le pouvoir coutumier. Il a respecté jusqu'à la fin, et c'est pour cela qu'il y avait d'ailleurs des tribunaux qui étaient des tribunaux coutumiers. Et là, on jugeait les gens qu'en fonction de leur croyances, de leurs rites et de leurs traditions. Et c'est pour vous dire que l'autorité coutumière a gardé sa place, évidemment, dans son ensemble. Mais lorsque nous entrons dans les particularités, là, un maître a raison, il y en avait qui ont cédé. Par exemple, Kinshasa, qui était devenue une ville cosmopolite, a progressivement cédé, n'est-ce pas, sa propriété à l'État organisé. Voilà ce que je peux dire en bref, mais il ne faut pas que Fumama Panda m'entende, parce que je suis ici, on va faire un procès. Hein. Alors, Maître Bovic, on va devoir se quitter dans peu là, mais je voudrais en venir à ceci. Est-ce que le fait que soit intervenue la date butoir, n'est-ce pas, du 30 juin, jeudi, je précise. Je crois voilà, que c'est un jeudi. Oui, c'est vrai, j'ai remonté dans le temps et dans l'espace, j'ai retrouvé ce jour-là, c'est jeudi. Ce jeudi 30 juin 1960, qu'est intervenue l'indépendance de la République démocratique du Congo. Vous qui êtes là-dedans, vous qui vous y penchez, dirions-nous que c'était la rupture d'un certain état d'esprit? Bon, merci beaucoup avant de répondre. Je vais ajouter sur ce que Papa Kabala a dit. Oui. En droit, on ne peut pas élaborer une loi sans tenir compte des facteurs du droit, de peur que la loi ne soit pas applicable. C'est ainsi qu'on a fait recours à la loi traditionnelle. Okay. C'est en fonction de cela. Et ceux qui pouvaient assumer la responsabilité de cette loi n'étaient que ceux qui maîtrisaient cette loi, parce que le colon ne maîtrisait pas cette loi. Okay. C'est ça allons-y rapidement. Alors, la première chose que nous devons comprendre, Jean-Marc, la date qu'on nous a donnée, si vous faites une étude sur le terme des chiffres, nous avons eu l'indépendance dans un terme codé qui est voilé, c'est-à-dire terme fermé. Parce que nous devons comprendre que lorsque nous parlons du temps, il s'agit du calendrier. Et le calendrier, c'est la superposition des trois éléments importants. Il y a le calendrier que vous appelez astrologique, il y a le calendrier astronomique, il y a le calendrier mathématique. Ces trois éléments doivent converger. On ne donne pas l'indépendance en choisissant une date sans qu'on puisse maîtriser les déterminants de ces temps-là. C'est très important. Et si vous faites une analyse numérologique, vous rendrez compte que le 30 juin est un terme négatif du temps qui aurait entraîné, qui a entraîné toutes les conséquences que nous avons aujourd'hui sur le plan ésotérique. Sur le plan ésotérique. Sur le plan ésotérique. C'est-à-dire quoi? Quand vous faites le calcul du temps, le 30 juin 1960, lorsque vous faites le titre trifique ou théométrique, vous allez vous rendre compte que vous allez nager dans le code tout simplement 6. Et dans le code 6, ça va vous ramener à un temps qui va vous projeter vers un régime de définité et de complexité. Ok, maître, à suivre, hein, à suivre. Le temps fait défaut. Alors, professeur Lofoli, on va devoir chuter, se quitter, malheureusement, chers amis. Moi, je ne chute pas. Okay. Voilà, je ne chute pas. Ces derniers temps, tout le monde parle de chuter. Moi, je ne chute pas. Ok, on va arrêter l'émission. Alors, professeur Lofoli, en 1974, n'est-ce pas, c'est l'organisation du combat du siècle Ali Foreman. En fait, là, je voudrais vous provoquer un peu.
il y avait aussi de la culture là-dedans. Bien sûr, grand festival de musique. Oui, est-ce que vous pouvez parler en une minute de ce qui a entouré ce combat du siècle? Rapidement, vous avez 2 minutes. Je n'en prenais pas trop, mais je voudrais quand même rebondir sur ce qu'a dit Maître. Je ne suis pas très fort dans l'ésotérisme, hein, parce que... mais seulement je veux rappeler ici, parce que ça, il faut aussi que les jeunes générations le sachent. Le 30 juin, quels qu'en soient les contenus ésotériques ou secrets, est une date qui a été proposée par Feu Kamitatou Massamba. Les Belges et les Congolais ne s'entendant pas sur une date, il y en a qui voulaient que ce soit en juillet. Les Congolais disent, mais pourquoi juillet? Ils veulent nous amener vers le 21 juillet. D'autres qui disaient un peu plus tôt. Et Samba Kamitatou aurait proposé cette date-là, et ça a été accepté. Mais pour en revenir à notre festival, en marge, autour du combat, il faut dire, en tout cas, les dieux étaient avec nous, parce que pour une blessure de George Foreman, ça a été repoussé d'1 mois pratiquement, parce qu'il était blessé au cours d'un entraînement. Ici à Kinshasa, nous avons connu l'arrivée des grandes vedettes internationales. James Brown en tête. Nous avons eu ici les Barry White, nous avons Aretha Franklin, Johnny Pacheco, qui a adoubé, qui a pratiquement adoubé Sambangwana sur le terrain. Et nous avons eu Manu Dibango, nous avons eu, mais tout le monde était là. Donc Kinshasa n'était pas seulement la capitale mondiale de la boxe plutôt, mais c'était aussi la capitale mondiale de la musique. Tout y était. Et il y a eu des grands films qui sont sortis, même si certains racontent des bêtises. J'ai suivi un film qui dit, écoutez, ce jour-là, il a plu au stade, le jour du combat, et on a retrouvé dans les coulisses le sang parce que Mobutu tuait les gens. Il a parce jamais qu'on plu. fait signe déjà que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais on ne va pas se quitter comme ça. Le dernier mot à notre doyen, M. Kabala Mwanamboui. Alors, rapidement, en 2 minutes, et puis on se quitte. Est-ce que, M. Kabala, vous pouvez nous citer les grands noms d'avant indépendance et d'après? Oui, avant l'indépendance, nous avons d'abord cité les 2 pionniers, le révérend père Raphaël de la Quétude, évidemment avec le moine bénédictin Guzman, mais il faut ajouter les Congolais qui ont suivi par la suite. Je vous ai cité M. Tchamala. Je crois que le professeur a cité M. Ndjoli tout à l'heure, et c'est d'ailleurs parmi le premier à avoir dirigé le sport à l'arrivée de la Deuxième République. Et nous pouvons parler aussi de Papa Kalala, un peu à son âme. Voilà quelqu'un qui a donné une vie à notre football. Et nous pouvons en citer encore plusieurs. Mais nous avions aussi des vedettes. Vous savez que déjà, avant l'indépendance, nous avions des grands noms congolais à l'extérieur, comme Toué Mukuna, nous avions Paul Bonga Bonga qui était déjà à l'étranger et qui faisait la fierté des Congolais. Et nous avions aussi Mangwele qui était un grand athlète, qui est un lanceur de javelot. Il y a aussi Manzambi comme cycliste. Mais voilà, qui sont arrivés avec les carreaux, avec les Nduka. Et puis nous arrivons à la boxe, nous trouvons des noms comme Jean Tchikouna, comme Billy Souz, qui est décédé dernièrement dans un état tout à fait délabré, et il y en a eu tant d'autres jusqu'à avoir les Belchika. J'ai une question à vous poser, M. Kabala. Oui. Vous êtes de la télévision, n'est-ce pas? Oui. À la télévision, l'heure, c'est l'heure. Ah, mais bien sûr, voilà. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est comme ça qu'on va se quitter, on va chuter dans cette émission. Ah non, sans moi. Ah voilà. Alors là, je vais remercier très sincèrement le professeur Bongo, plutôt Lofoli, qui est un ami et frère du professeur Bongeli. Voilà. Nous sommes nés dans le même quartier. Voilà, je vais remercier aussi Maître Bovik Kahala d'avoir bien voulu répondre à cette invitation. Et à cœur ouvert, je remercie M. Kabala Mwanamboui, qui est une grande bibliothèque de notre sport national. Quant à moi, Indépendance Tcha-Tcha, et je vous souhaite cette bonne fête. Et je vous embrasse. À la prochaine. Au revoir. Indépendance, Tcha-Tcha.